Sunday Night Production. Dans cette nouvelle capsule, nous allons explorer le lien entre la course à pied et la santé mentale. Alors si vous voulez combattre votre stress, votre anxiété en courant, vous êtes au bon endroit, c'est parti. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport. C'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 1er au 22 décembre, le docteur Marine L'Orphelin vous partage ses meilleurs conseils pour rester en forme tout l'hiver. Des stratégies pour renforcer vos défenses immunitaires, optimiser votre système digestif ou encore comprendre l'impact des hormones sur vos performances en course à pied, préparez-vous à mettre votre santé au premier plan. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouveau format, la capsule santé. Chaque vendredi du 1er au 22 décembre, nous allons explorer tous les aspects essentiels de la santé du coureur. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial consacré à l'optimisation de la santé mentale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la santé mentale, elle est tout aussi importante que le reste. Et je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà ressenti un état de bien-être juste après être allé courir, qui n'a jamais remarqué aussi une amélioration de son caractère, de son humeur après des semaines de pratique d'entraînement? Eh bien, si vous voulez savoir comment faire pour booster ces effets positifs de la course à pied, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque c'est le sujet du jour. Et pour nous aider à voir la vie en rose, j'ai le plaisir d'être accompagné par le docteur Marine L'Orphelin, médecin, autrice du livre En pleine forme, publié aux éditions Marabout et pratiquante assidue de la course à pied puisque elle est toute récemment finisheuse du marathon de New York. Marine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce nouveau programme. Comment est-ce que ça va quelques semaines après ton marathon? Pas trop mal aux jambes? Déjà, merci beaucoup de me proposer de participer à ce format que je trouve hyper intéressant et je vous écoute très régulièrement, donc vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Je peux dire que ça va. J'ai été quand même très fatiguée après ce marathon. J'ai eu une prépa mouvementée avec une blessure au genou qui m'a un peu paralysée et donc j'ai pas pu m'entraîner correctement sur les dernières semaines avant le marathon. Donc je l'ai couru avec beaucoup de difficultés, mais j'ai appris. Voilà, j'ai appris grâce à ce marathon et je suis quand même très fière d'être arrivée au bout. T'es arrivée au bout et puis j'imagine quand même avec des sensations, des émotions qui étaient quand même très très fortes. Ah bah effectivement, le marathon de New York, c'est un marathon mythique avec une ambiance extraordinaire, donc beaucoup d'émotions ressenties grâce à cette foule, au soutien des gens présents sur le côté, mais aussi des émotions positives, personnelles, voilà, la fierté d'être allé au bout et de s'être dépassé. Et justement, on va parler un peu de ces défis qu'on se lance et quel impact ils peuvent avoir sur nous. Mais pour débuter notre conversation, j'aimerais qu'on se penche justement sur la santé mentale. Alors c'est vrai que la santé mentale aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais c'est un mot assez récent, puisqu'il y a encore une quinzaine d'années, très peu de monde parlait de santé mentale. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est un mot à la mode, mais même si c'est tant mieux que ce soit un mot à la mode, je vais dire, parce que plus on en parle, mieux c'est. Mais c'est vrai que c'est devenu un mot un peu valise. Est-ce que tu peux nous aider peut-être à nous expliquer ce qu'il y a derrière la santé mentale d'un point de vue peut-être un petit peu plus médical ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé mentale, c'est pas seulement l'absence de troubles psychologiques ou l'absence de maladies psychiatriques. C'est vraiment un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son plein potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler aussi avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ça, c'est la définition de l'OMS, en fait. C'est vraiment pour que vous compreniez que être bien mentalement, être en bonne santé mentale, ça englobe finalement tous ces aspects-là de la vie. Et donc, on peut dire que la santé mentale, elle est déterminée par de nombreux facteurs socio-économiques. On sait que voilà, si on est en situation de précarité, c'est quand même plus dur à vivre. Des facteurs biologiques, environnementaux, donc si on est en bonne santé, si on vit dans un environnement aussi qui nous permet de nous sentir bien, et aussi l'environnement de travail. Et donc on en parle aussi beaucoup aujourd'hui avec le burn-out notamment. Donc les conditions de travail sont un élément déterminant de la santé mentale. Donc finalement, on a peut-être une vision un peu extrême de la santé mentale. C'est les gens qui souffrent de dépression, c'est les gens qui souffrent d'anxiété sévère, mais on est tous concernés par ce sujet-là finalement, parce qu'on peut tous être confrontés à des moments de haut, de moins bien. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait, on peut tous être concernés par ces troubles psychologiques, sans rentrer justement parfois dans des maladies comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, mais juste vivre avec du stress chronique,
mais juste voilà, vivre avec du stress chronique, avoir des petits coups de moins bien, comme on dit, vivre un deuil, ce sont des événements qui peuvent être perturbants pour notre santé mentale. Et moi, la première, en fait, j'en parle justement pas mal dans le livre aussi, je me livre sur les hauts et les bas que j'ai eu dans ma vie, avec des difficultés, notamment avec des crises d'angoisse et le développement d'un véritable trouble anxieux qui m'accompagne encore aujourd'hui dans mon quotidien. Donc voilà, j'ai voulu libérer la parole sur ce sujet et je trouve ça génial qu'on en parle aujourd'hui. Et moi aussi, figure-toi, on reparlera tout à l'heure justement de l'anxiété parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je suis sûr nos auditeurs aussi et tu nous partageras un peu tes conseils. Alors maintenant qu'on a défini un peu plus ce qu'est la santé mentale, on va s'intéresser dans cet épisode au lien justement entre notre pratique de la course à pied et l'amélioration de notre bien-être. Et on parle souvent du sport et en particulier de la course à pied. Il y a des aspects aussi un petit peu neurologiques, j'ai l'impression. Et justement, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le running, la course à pied, le sport en général, mais c'est vrai que les sports d'endurance ont tendance à libérer peut-être un petit peu plus d'hormones. Donc, en quoi la course à pied peut libérer ce qu'on appelle souvent les endorphines, tu sais, les hormones du bonheur. Parce que j'imagine qu'il y a un peu aussi, un peu peut-être du fantasme. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ces fameuses hormones qui sont assez fascinantes. Mais est-ce que tu peux nous éclairer, voir un petit peu plus clair sur les effets des endorphines, des neurotransmetteurs et surtout pourquoi en courant on a cette sensation de bien-être? Alors déjà, on va essayer de définir un petit peu ce terme d'endorphine. En fait, les endorphines, ce sont une grande famille d'hormones ou de molécules sécrétées ce mot en fait vient de endogène. Donc en fait, ce sont des molécules qui sont sécrétées par le corps, à l'intérieur de notre corps, c'est ça que ça veut dire endogène, et la combinaison avec morphine, parce qu'elles ont un effet antalgique, antidouleur, comme la morphine. Et donc, en fait, on a effectivement compris au fur et à mesure des années que l'exercice physique relargue du coup ces endorphines, donc vraiment une grande famille de molécules, avec particulièrement 2 types de molécules à l'intérieur, ce qu'on appelle endocannabinoïdes et des molécules dérivées des opioïdes. Bref, en gros, endocannabinoïdes, ça ressemble à cannabis. On l'entend en fait dans le mot. Et donc, ces molécules-là, elles vont avoir un effet similaire à celui d'une drogue. Donc, une diminution de la douleur, une sensation de bien-être, un peu de planer, de l'euphorie parfois, et enfin, une diminution de l'anxiété, ce qu'on appelle l'anxiolyse. Et donc, il y a pas mal d'études en fait sur ce sujet des endorphines qui montrent qu'effectivement, une activité physique régulière, une activité physique intense peut libérer ces fameuses endorphines et donc participer à notre bien-être. Alors, tout ça, c'est fascinant. Ça montre à quel point tout est chimie un peu. Mais, et on l'a déjà tous remarqué, tu es une pratiquante régulière de course à pied. Moi aussi, c'est vrai qu'il y a des fois, je vais courir. J'ai un shoot, je me sens un sentiment de bien-être qui est énorme et vraiment, c'est trop bien, quoi. J'adore ça. Mais il y a d'autres fois où c'est un peu plus compliqué, où là, j'ai l'impression que les endorphines, elles jouent à cache-cache avec moi. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des pratiquants réguliers de la course à pied qui se disent, tiens, je vais essayer d'aller courir parce que mon collègue de bureau, mon conjoint, ma conjointe, mes amis m'ont dit que vraiment, ça nous met dans un état de bien-être, et puis qui vont courir et qui détestent ça et qui disent, moi, je n'ai aucun plaisir à pratiquer la course à pied. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il semble avoir une variation peut-être individuelle de production d'endorphines et pourquoi on n'a pas l'impression que c'est tout le temps non plus? Alors, je ne suis pas une grande spécialiste quand même sur le sujet, mais je vais essayer de déjà vous donner quelques éléments que j'ai pu identifier. Déjà, oui, une variabilité inter-individuelle dans le plaisir qu'on va ressentir à pratiquer, parce que y a quand même une notion parfois de douleur dans la pratique. Et donc cette douleur, est-ce qu'on arrive à la surmonter? Est-ce que vraiment elle est trop intense pour que justement ces endorphines arrivent à la contrer? On sait déjà aussi que les endorphines apparaissent au bout d'un certain moment de pratique. Donc au début d'une séance, ça peut être quand même particulièrement difficile et ça peut démotiver certaines personnes. Après aussi, ce qui a été identifié, c'est que une pratique plus régulière augmente la production des endorphines.
Donc, plus vous êtes régulier dans votre pratique et plus vous allez ressentir quand même ces effets de bien-être. Et enfin, des séances plus intenses, donc quand on va augmenter l'intensité vraiment, soit dans la durée ou dans la puissance qu'on va mettre dans notre course, là aussi, on va avoir une augmentation des endorphines. Mais des fois, c'est pas immédiat. C'est-à-dire, des fois, on peut aller faire un footing et vraiment être dans un état de bien-être et se sentir très très bien, vraiment ce qu'on appelle le flow. Les Américains ont pas mal théorisé ça, cet état qu'on appelle de flow. On a l'impression de voler, on plane quoi. Et d'autres fois, surtout quand on va faire des séances un peu plus intensives, c'est dur sur le moment. Mais quand on rentre, on a pris la douche, le soir, on est un peu shooté, quoi. Et c'est vrai que ça se manifeste pas tout le temps. Si on veut récapituler un peu ce qu'on s'est dit là, imaginons 2 cas de figure. Un coureur assez assidu qui voudrait justement un peu peut-être ressentir un peu plus ses effets, ses endorphines sur son corps, et un coureur amateur qui lui cherche à les avoir. Quel conseil tu pourrais donner pour ces 2 types de profils de coureurs assez différents ? Alors, je dirais pour le coureur amateur, c'est déjà d'essayer d'atteindre quand même une durée dans sa pratique. Parce qu'on a vu en fait que les endorphines sont sécrétées au bout d'un certain temps et des études disent au bout de 45 minutes. Donc, on ne va pas forcément les ressentir sur une séance de 15-20 minutes. Donc, il va falloir aller chercher quand même un petit peu ce stade-là. Donc, ça peut être au niveau de chacun, sans mettre une grande intensité, mais voilà, aller chercher quand même cette durée. Et puis pour le coureur qui du coup pratique de manière régulière, eh bien au contraire, ça va être aller chercher l'intensité, comme je l'ai dit juste avant, donc d'essayer de pousser un petit peu plus, avec une séance un peu plus difficile, plus de vitesse ou plus longue. Bon, merci en tout cas pour tous ces précieux conseils. Marine, de nombreuses études ont suggéré qu'une activité physique régulière comme la course à pied peut aussi avoir un impact justement sur tout ce qui est gestion du stress, gestion de l'anxiété, peut aussi servir de prévention aussi pour les états dépressifs, ou peut faire partie aussi d'un processus d'amélioration de la qualité de vie pour les personnes qui souffrent de dépression. Tu nous disais en introduction tout à l'heure, et tu en parles dans ton livre justement, sur toi, les troubles anxieux que tu peux avoir. Alors j'ai envie qu'on insiste un petit peu sur ça, parce que l'anxiété, c'est souvent confondu avec le stress, et on n'a pas vraiment de définition exacte de ce qu'est l'anxiété. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet état, et peut-être ton expérience personnelle, et nous dire si toi, le sport est justement une solution que tu as trouvée pour pallier à ce problème? Le stress, déjà, c'est un mécanisme normal à la base. On a tous des réactions de stress face à des choses qui nous font peur, et cette réaction du corps, cette production de stress est liée à la production de certaines hormones qui vont mettre en alerte un peu notre corps pour qu'on soit capable de réagir plus vite à un danger, à une peur. Donc le stress, finalement, on en parle beaucoup de manière négative, mais finalement, c'est aussi quelque chose de positif qui peut nous aider à être plus concentrés, à être plus réactifs, à être plus réveillés aussi. Donc je pense que déjà, il faut arriver aussi de temps en temps à voir le stress aussi d'une manière positive, à l'aborder d'une manière plus positive. L'anxiété, par contre, c'est quand on subit un stress de manière chronique, qui va s'installer dans notre quotidien et qui va en fait engendrer des réactions d'anticipation chez la personne qui est constamment stressée. C'est-à-dire que la personne qui est anxieuse, qui souffre d'anxiété chronique, va avoir peur d'avoir peur. Et donc, elle va mettre en place des mécanismes de défense pour éviter d'être dans des situations qui l'inquiètent et qui lui font peur. Donc, ça veut dire, par exemple, si on commence à être stressé dans des lieux publics, ça veut dire parfois développer une agoraphobie. Avoir peur après d'aller dans ces lieux publics parce qu'on a peur de sentir cette peur et de se retrouver dans une situation de panique au milieu de tout le monde. Donc quand on vit avec de l'anxiété, on est constamment en fait en train d'anticiper et de penser à ces choses qui nous inquiètent et qui nous stressent. En fait, tout va bien, mais on se dit, imagine qu'il arrive ceci, imagine qu'il arrive cela. C'est le marathonien qui va... tout va bien, mais il va se dire, mais si je me blesse, si je tombe malade. Et en fait, c'est comme ça après qu'on peut avoir certains troubles qui viennent se mettre. Exactement, avec des symptômes aussi quand même dans le quotidien, avec des symptômes de stress qu'on connaît tous, des palpitations, tachycardie, tachycardie, insomnie, bien sûr. Exactement, beaucoup de troubles du sommeil. Renfermement sur soi aussi, ça peut... Exactement, isolement social, tout à fait. Alors...
Toi, le sport, est-ce que tu as vu quand même un effet positif? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact? Parce qu'on sait, j'en parle parce que on sait qu'il y a une surreprésentation chez les sportifs de ces troubles anxieux, parce que c'est aussi un peu une forme d'automédication des fois, et qui vont vers le sport. Voilà, les personnes qui nous écoutent peut-être se sont identifiées sur certaines choses que tu as dit, et ils vont vers le sport justement pour peut-être de manière même inconsciente, parce que ça leur fait du bien. Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose par rapport à ça avec ton expérience personnelle? Mais c'est exactement ça. Je fais partie de ces personnes qui se servent du sport pour aller mieux, en tout cas pour aller mieux mentalement, psychologiquement. Moi, à travers mon cursus, à travers mes études médicales, j'ai eu beaucoup de stress, de moments où je devais passer des concours. À côté, j'ai eu une vie médiatique bien remplie, avec un planning très chargé, où je dormais pas beaucoup. Et j'ai commencé à développer en fait cette anxiété, alors que j'avais arrêté le sport, j'avais plus le temps, je prenais plus le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais absolument besoin. Le sport et particulièrement la course à pied est devenu vraiment mon exutoire, mon moment où justement je déconnecte un petit peu des réseaux sociaux, je pose le téléphone, je peux écouter un podcast, écouter de la musique, profiter de la nature environnante pour me recharger, comme je le dis souvent, en ondes positives et vider un peu mon sac de stress et d'inquiétude. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, la course à pied est vraiment un régulateur de mon bien-être. Bon, je pense qu'on est nombreux à se reconnaître dans ce que tu dis. Après, il y a des pathologies qui peuvent être plus graves, et on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui vont un peu peut-être trop glorifier le sport en disant que c'est un peu la solution à tout, et c'est vrai qu'il y a aussi des limites à ça, et que parfois sur des troubles plus graves, plus sérieux, plus sévères, une prise en charge psychologique avec par exemple des thérapies par la parole avec des professionnels de santé, ou même après des fois des recours à des médicaments, c'est pas un tabou, parce que au niveau neurologique il peut se passer des choses. Il faut pas non plus penser que le sport est la solution à tout, et on ne guérit pas de la dépression en courant comme on peut l'entendre des fois sur les réseaux. On peut traiter certains symptômes de la dépression, mais en tout cas chez certaines personnes c'est pas le sport, voilà, parce que la dépression peut avoir plein de causes multiples, variées, qui vont de l'alimentation au bien-être, à l'histoire personnelle. Enfin, il y a plein de causes, et il n'y a pas une solution qui marcherait pour toutes ces causes-là. Tu fais bien de le rappeler, la dépression déjà se stadifie en fonction de sa sévérité. On peut souffrir d'une dépression légère, modérée ou sévère. Et en fonction des différents stades, on va proposer une prise en charge la plus adaptée et individualisée aussi, bien sûr. Et donc, on le sait, par exemple, quand on souffre d'une dépression légère, qu'une thérapie, comme tu le disais, par la parole, des psychothérapies par des professionnels, une mise en place de certaines techniques de relaxation, méditation, sport doux, ou accompagné de la pratique sportive peut suffire. Par contre, quand on rentre dans des états de dépression modérés ou sévères, on va facilement avoir recours aux médicaments quand même, parce qu'on a besoin de rebooster les neurotransmetteurs positifs, de relancer la sécrétion de ces neurotransmetteurs positifs qui est stoppée dans la dépression. Donc on donne des médicaments pour ça. Et on accompagne des psychothérapies, éventuellement du sport si on y arrive. Mais ça peut être difficile en fait de faire du sport quand on est déprimé. Oui, parce qu'on n'a pas de motivation, on n'a pas d'endorphine, on n'a pas de dopamine aussi. Et la dopamine, c'est ce qui va on sécrète plus de dopamine, et c'est la dopamine, c'est ce qui nous motive à faire quelque chose. Donc des fois, c'est pas si simple que ça. Exactement. Dans la dépression, un des symptômes principaux, c'est la perte d'envie, la perte de plaisir, et on dit même parfois la perte d'élan vital. On n'a plus envie de rien, en fait. Et donc, sortir de son lit, c'est compliqué. Se faire à manger, c'est compliqué. Et donc, aller à une séance de sport, c'est le bout du monde. C'est extrêmement compliqué. Et donc, quand on souffre de dépression à ce stade-là, on a besoin d'être absolument accompagné. Et en tant que professionnel de santé, nous, on va beaucoup se reposer sur l'entourage, sur les proches, et essayer de faire participer l'entourage en disant essayez d'aller les faire marcher, d'aller les faire les sortir de leur environnement, essayer de les mettre un petit peu au sport si vous y arrivez, mais on va vraiment se servir de l'entourage, des clubs, des coachs sportifs, et aussi des enseignements en activité physique adaptée, des enseignants en activité physique adaptée, parce qu'ils ont l'habitude de prendre en charge ces patients qui ont des vrais troubles et qui ont vraiment besoin d'avoir un coaching approprié. Ouais, c'était important d'ouvrir cette parenthèse, parce que c'est vrai que nous, les sportifs, on connaît les bienfaits du sport,
voilà, quand on pratique du sport, on voit un peu la motivation, l'estime de soi, la confiance en soi. On va en parler tout à l'heure justement. Et donc on a envie de partager un peu ça, mais des fois on est déconnecté avec la réalité d'une personne qui souffre de dépression. Et souvent, dès que ça touche le cerveau, les médicaments c'est souvent mal vu, tu vois. Alors qu'on va jamais reprocher à un diabétique de prendre de l'insuline ou une personne qui souffre du cœur de prendre des médicaments pour son cœur. Mais dès que ça touche le cerveau, en fait, il y a une espèce de tabou. On ne sait pas trop pourquoi. Et des fois, on peut avoir des réactions, même si les antidépresseurs, il y a plein d'études, voilà, sur est-ce que ça guérit ou pas. Mais en tout cas, tout ce qui est au niveau de la dopamine, on sait quand même qu'aujourd'hui on a des molécules qui sont capables d'améliorer, justement donner cette envie à la personne de ne serait-ce que sortir de son lit, d'ouvrir ses fenêtres parce qu'on en est là. Donc il faut aussi des fois faire attention à ce qu'on peut dire et être peut-être un peu plus dans l'empathie, dans l'écoute, de comprendre ces situations-là. Et le sport n'est malheureusement pas la solution à tout. Voilà, le message est j'espère passé. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu plus. Quand on parle de santé mentale, il y a aussi une question d'estime de soi, il y a aussi une question de confiance en soi. C'est pas seulement hormonal, il y a aussi un travail sur le long cours qui va s'opérer. Et j'ai remarqué que peut-être la première étape, c'est d'aller courir. Ça, c'est déjà le premier pas. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes, le fait de se lancer un défi, alors ça peut être un défi de courir 20 km sans s'arrêter, ça peut être de faire un 10 km en compétition, un semi-marathon, un trail, un marathon, mais le fait de se lancer un défi et de se préparer à ce défi-là, et ben là on va avoir quelque chose qui va être encore plus boosté au niveau justement de la confiance en soi, l'estime de soi, de se rendre compte des capacités de notre corps. Combien de personnes ont dit mais moi je me sentais incapable de courir un marathon, on m'aurait dit il y a 5 ans tu vas courir un marathon, j'aurais dit mais c'est impossible, je peux même pas courir 3 km, et ils y sont parvenus. Est-ce que justement, en termes de confiance, d'estime de soi, les défis, l'accomplissement, c'est quelque chose qui va jouer? Moi, j'ai remarqué ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as fait un marathon aussi? Je suis d'accord avec toi sur tous les aspects que tu viens de mentionner. Ça a été aussi étudié, analysé, et effectivement, il y a beaucoup d'effets psychiques de la pratique physique, notamment ce sentiment de confiance en soi. Ils appellent ça dans les études d'efficacité personnelle. En gros, d'avoir réussi en fait à tenir un planning d'entraînement, n'avoir pas abandonné et d'être allé au bout de son défi personnel. Et pour certaines personnes, le défi commence déjà en reprenant la course à pied ou en courant 5 km. Et je le vois, ces personnes-là qui étaient très sédentaires ou qui n'avaient jamais couru, qui ne savaient pas comment faire, ressentent déjà tellement de bénéfices en fait à courir ces 5 km qu'après voilà, ils se prennent au jeu tout simplement, et puis ils ont envie de progresser. Et je crois que quand on est, moi personnellement, j'ai besoin des objectifs pour apprendre à mieux me connaître physiquement, apprendre à mieux me connaître mentalement aussi, parce que quand on se met un peu en difficulté sur un objectif de longueur, de durée, on va aller chercher des ressources en soi qu'on n'imaginait pas en fait. Moi j'ai découvert ça là, voilà, récemment sur le marathon, un peu sur le trail aussi, même si pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de trails très longs, mais quand même quand on fait de la montée pendant des heures et que on sait qu'il y en a encore plusieurs derrière qui arrivent, je trouve que voilà, ça permet de renforcer vraiment son mental et d'accepter en fait, d'accepter un peu la douleur, d'accepter un peu la souffrance, et après dans la vie quotidienne, d'accepter en fait qu'il y a des moments où ça va pas, et de se dire en fait j'ai les ressources pour surmonter ces difficultés, et on peut avoir développé ces ressources grâce au sport. Ouais, c'est hyper intéressant, et moi je suis convaincu que c'est un petit peu la clé, parce que quand on va préparer une compétition, ou même quand on va essayer d'avoir une activité physique régulière, parce que les effets, voilà, il faut quand même une certaine forme de régularité. Eh bien, on va créer aussi une forme de cercle vertueux. Moi, j'ai vu des gens qui commençaient à courir comme ça, juste pour se vider la tête, perdre quelques kilos. Et puis, quelques semaines après, ils vont arrêter de fumer. Naturellement, ça va arriver. Puis ensuite, ils vont arrêter la junk food, les fast food, ils vont commencer à manger un peu plus équilibré. Et puis leur fréquentation aussi vont changer, ils vont fréquenter de nouvelles personnes qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrées s'ils n'avaient pas pratiqué la course à pied. Et en fait, ça va créer une espèce de cercle vertueux. Alimentation, ils vont faire attention à leur sommeil. Et tout ça, c'est ce qui va faire en sorte que notre santé mentale, elle va considérablement s'améliorer. C'est pas que la pratique du sport, c'est aussi un tout avec le sommeil, l'alimentation, les gens. Tout ça va jouer.
Complètement. En fait, si on se met à pratiquer un sport avec, comme tu le disais, de la régularité et une envie, un objectif, on va forcément en fait devoir adapter tout le reste de notre mode de vie pour atteindre ces objectifs, parce que quand on dort pas assez, on se rend vite compte que sa séance de course à pied derrière, elle est moins simple, elle est moins facile, on a plus de douleur, on n'a pas envie. Alors que quand on dort mieux, on récupère bien, et derrière, forcément, on est plus en forme pour ces prochaines séances. On va se mettre aussi, bien sûr, à manger mieux, parce qu'on a besoin de bons nutriments pour prendre soin de ce corps. Si on fait de la musculation, on va avoir besoin d'avoir une alimentation plus riche pour se muscler dans cet objectif-là. Et voilà, la cigarette, c'est encore, par exemple, un autre lien vertueux de la mise en route de l'activité physique, parce qu'aussi, comme on le disait juste avant, on a réussi à renforcer nos capacités de prise de décision, notre confiance en nous, et donc on sent on est confiant aussi pour arrêter de fumer. Donc je trouve que vraiment la mise en place d'une activité physique régulière, voire la course à pied si on aime ça, peut réellement impacter toute notre santé mentale, mais aussi physique, et nous permettre d'atteindre un bien-être global. Il y a aussi un point sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est la dimension sociale, parce que c'est vrai qu'on reproche souvent, on dit souvent, et c'est la réalité, le running est un sport individuel. Mais la dimension sociale, elle est quand même très très forte dans ce sport. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on est l'un des sports les plus visibles, peut-être avec la fitness et la musculation. Et encore, il y a un côté peut-être un peu plus mode, et qu'on en voit un peu moins. Aujourd'hui, on voit que le running, depuis le début d'Instagram, ça fait partie de la ligne édito, et ça continue. On voit aussi qu'il y a les compétitions. Les compétitions, on a besoin aussi de se retrouver ensemble. C'est un peu comme les fans de musique. Tu sais, ils veulent aller au concert pour partager des moments ensemble. Et c'est vrai que cette dimension sociale, elle est souvent peut-être un petit peu négligée. Mais on reste, en tant qu'humain, en tant qu'homme avec un grand H, des êtres sociaux. Et parfois, on peut se dire, ouais, mais moi, je suis un solitaire, je suis ci, je suis ça. Mais cette connexion aussi, ce lien social avec les autres, c'est important pour des fois se motiver. Quand il pleut, qu'on sait qu'on est attendu par des amis, c'est quand même beaucoup mieux. Faire des fois l'effort d'aller dans un club, parce que des fois on se dit ouais, mais il y a que des champions, moi j'ai pas ma place. C'est faux, je peux vous le dire. Dans les clubs, vous avez vraiment de tous les âges, tous les niveaux, et de faire cet effort un peu social, c'est quand même bien. On rencontre de nouvelles personnes, ça nous motive, et souvent c'est quelque chose qui est un peu trop négligé. Et je pense que les gens, en essayant de plus se connecter, ils vont avoir une pratique plus durable. Moi, j'ai remarqué que les gens en club, c'est des gens qui pratiquent 5, 10, 15, 20 ans, par rapport à des gens qui ont une pratique solitaire, qui souvent, au bout d'1 an, 2 ans, arrêtent. Et donc, la dimension sociale, elle est importante pour la santé mentale, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, la course à pied, c'est vrai, est vue comme un sport individuel, mais ça dépend en fait de la manière dont on souhaite la pratiquer. Moi, par exemple, j'aime bien justement cet aspect social de la course à pied. J'essaye de m'entraîner avec des amis. Donc il faut trouver effectivement des personnes qui ont envie de s'entraîner aussi et qui ont à peu près le même niveau. Et encore, quoique, on peut aussi y aller avec quelqu'un qui court moins vite ou qui n'a pas le même niveau et passer un super bon moment. Et je me suis rendu compte effectivement de l'engouement, de l'énergie positive, des belles rencontres qu'on peut faire sur les courses. Extraordinaire. Moi, j'ai enrichi en fait mon cercle d'amis depuis que je fais de la course à pied. C'est quand même assez fou. Et si on revient du coup au sujet de la santé mentale, bien évidemment, l'isolement, c'est un facteur favorisant de troubles anxieux, de dépression, voire même de déclin cognitif chez la personne âgée. Et même d'apparition de pathologies comme la démence, comme Alzheimer. Donc en fait, entretenir du lien social permet réellement d'entretenir sa santé mentale et son bien-être global. Donc tu l'as dit, mais on peut inviter tout le monde à rejoindre des clubs, à pratiquer la course avec des amis, avec la famille, s'inscrire à des courses parce que ça permet justement de créer ces moments de rencontre. Et voilà, c'est un super sport. Il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Et puis en plus, avec le trail, tu as même une dimension famille, parce que des fois, il y a l'assistance, il y a le soutien. Et du coup, la famille aussi devient acteur de notre pratique sportive. Et ça, c'est très, très apprécié. Alors, on l'a vu, Marine, l'engagement dans le sport, il peut être extrêmement gratifiant. Mais est-ce qu'il n'existe pas aussi est-ce que des fois, le sport ne va pas un peu trop loin ? Parce que moi-même, qui était un
moi-même qui suis un grand pratiquant de la course à pied, qu'à l'époque je pouvais même courir 120, 130 km par semaine, faire 8, 9 entraînements, voilà, quand on est dans la compétition, ça va assez vite. Et des fois les gens me disaient, mais Guillaume, t'es accro, t'es dépendant au sport, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme, on a parlé tout à l'heure, on a dit des mots un peu cannabis, morphine, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de devenir accro, dépendant à la pratique sportive? Tout à fait, parce que comme on l'a dit, les endorphines font du bien et on peut devenir accro à ces molécules-là, mais aussi à ce boost de confiance en soi, ce boost d'adrénaline qu'on va ressentir à chaque fois qu'on va se dépasser. Et donc oui, on peut le dire, le sport, et particulièrement les sports d'endurance, les sports masculins, et donc beaucoup la course à pied, peuvent entraîner une addiction qu'on appelle la bigorexie. C'est l'addiction au sport. Et donc, comme toute addiction, on va voir en fait le développement d'une dépendance physique avec des véritables symptômes de manque si on ne pratique pas. Donc ça va être une irritabilité, des tremblements, des troubles du sommeil, et aussi une dépendance psychique, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal en fait à se détacher de cette pratique, avec des conséquences sur notre vie quotidienne en fait, familiale, professionnelle. Donc en fait c'est quelqu'un qui va refuser d'aller à l'anniversaire de son enfant. Du mariage des fois même. Hein. D'un mariage, parce qu'il a une séance de course à pied. C'est quelqu'un qui ne va pas entendre quand on lui dit qu'il est dans l'excès. Donc voilà, il y a quand même vraiment une pratique excessive en termes de nombre de jours de pratique dans la semaine, d'heures de pratique. On est quand même dans un volume d'entraînement conséquent. Et la famille va s'en rendre compte. Et la famille va commencer à alerter cette personne. Mais cette personne ne va pas être capable de l'entendre. Ça va même l'énerver. Il y aura du déni. Il y a du déni et il y a effectivement un gros risque de blessure, parce qu'on va pousser en fait son corps au-delà de ses limites physiques, avec très peu de récupération entre les entraînements, et donc un fort risque de blessure, un risque de TCA, de troubles des conduites alimentaires, parce qu'on peut moins manger pour justement améliorer ses performances, on veut perdre du poids, ou au contraire on va se restreindre sur certains types d'aliments. Ou à trop faire attention aussi à vraiment contrôler tout ce qu'on se mange, pas forcément être dans la privation, Exactement. Mais aussi vouloir des produits spécifiques, tout contrôler, les nutriments, et ça c'est aussi un trouble alimentaire, hein. Un peu moins connu que l'anorexie, mais ça existe vraiment. Complètement, tu as tout à fait raison, et ce qui va engendrer un isolement social, professionnel, on n'ira pas au resto, on n'ira pas au mariage, tout ça. Alors je tiens à rassurer nos auditeurs et auditrices, ça reste quand même une pathologie assez rare, et il faut distinguer le fait que des fois on est en préparation, par exemple marathon, donc oui c'est normal des fois de dire quand on est invité au restaurant avec une soirée peut-être derrière, de dire je vais venir au resto mais je vais rentrer un peu plus tôt. Donc attention, c'est normal aussi quand on est passionné par un sport d'avoir envie de pratiquer, donc il faut quand même qu'il y ait des signes un peu marquants. Et donc, il faut aussi rassurer nos auditeurs, parce que des fois, on peut entendre t'es accro au sport. On l'entend tous quand on est un pratiquant régulier. Ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Et en faisant attention à certains signes, en prenant quelques précautions, on peut facilement être sensibilisé à ça et éviter les problèmes. Oui, je dirais, pour donner quelques clés pour éviter de rentrer dans la bigorexie, déjà ne pas être constamment sous pression. Par rapport à sa pratique de course à pied. Toujours des objectifs, toujours des compétitions, et dans une boulimie en fait de dossards. Exactement, de ne pas rentrer dans la boulimie des dossards, parce que ça engendre des préparations intenses, exigeantes, et donc après il faut quand même arriver à en sortir, à prendre des moments de repos et à se détacher un peu de cette pression-là. Ensuite, donc, se fixer des objectifs du coup par période, intercaler de vrais moments de repos où moi je le conseillerais, où on peut pratiquer d'autres sports pour le plaisir tout simplement, ou pour découvrir d'autres activités, ou pour compléter son entraînement de course à pied. Les entraînements différenciés, c'est faire un peu de natation, faire un peu de vélo. De la randonnée, de la randonnée. C'est très sympa. Voilà, mais retrouver aussi cette notion de plaisir de temps en temps, même si on aime la performance, il ne faut pas oublier qu'on ça reste un plaisir. Pour le plaisir. Exactement. D'ailleurs, dans ton livre, tu mets un test. Êtes-vous accro à la pratique sportive, avec des questions auxquelles il faut répondre. C'est par ordre par 1.5. Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est un sujet que tu traites, que tu n'oublies pas et que tu traites dans ton livre en pleine forme. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Marine, ça a été un épisode passionnant. Quels sont, selon toi, les éléments clés à retenir si on veut prendre soin de sa santé mentale ?
Prendre soin de sa santé mentale, c'est un travail du quotidien, je dirais. On peut tous être concernés, donc déjà libérer la parole sur ce sujet, se faire aider par des professionnels de santé si on a besoin. Et bien sûr, l'activité physique et la course à pied peuvent énormément faire du bien à la tête. Si vous souffrez de troubles anxieux, vous pouvez vous remettre à la pratique sportive. Si vous souffrez d'une dépression, vous pouvez aussi, bien sûr. Et on le sait aujourd'hui, l'activité physique est vraiment un traitement justement de ces différents troubles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vraiment le message pour retrouver ce plaisir de pratiquer et avoir un effet positif sur votre santé globale. Merci beaucoup Marine. On se retrouve la semaine prochaine, dès vendredi prochain, pour un nouvel épisode de cette capsule santé. Dans les prochains épisodes, on va parler des hormones. C'est des sujets un petit peu rares. On va parler du système digestif, on va parler du système immunitaire. On sera sur des sujets un peu plus médicaux, mais c'était important pour nous de commencer, d'introduire ce nouveau programme en parlant de santé mentale parce que c'est un sujet hautement important. Je rappelle le nom de ton livre, En pleine forme, paru aux éditions Marabout. Voilà, un très bon cadeau de Noël si vous voulez faire plaisir ou pourquoi pas peut-être donner l'envie aussi à vos proches de faire un peu plus attention à sa santé. C'est un excellent cadeau à mettre sous le sapin. Rendez-vous vendredi prochain. Merci à tous celles et ceux de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très vite.